Bonjour à tous. On part aujourd'hui sur une histoire vraiment fascinante, une histoire qui nous vient tout droit d'une publication du portail seuilsephardi.org. Et le sujet du jour, c'est une histoire, waouh, une histoire incroyable de résilience, de leadership qui a littéralement surgi des décombres. On va s'intéresser de près à la vie du rabbin Abraham Antebi et surtout, on va voir comment il a réussi à guider sa communauté après une catastrophe absolument terrible. Allez, fermez les yeux un instant. Imaginez la scène. On est à Alep, en Syrie, en 1824. C'est un centre juif hyper important, florissant depuis des siècles. Et là, d'un coup, tout bascule. Un tremblement de terre, mais un truc terrible frappe la ville. Le bilan est lourd, très lourd. Près de 1000 membres de la communauté juive y laissent la vie. Pour se donner une idée, ça représente environ 10% de toute la population juive de la ville. Vous imaginez? Une personne sur 10. C'est une tragédie absolument immense. Ok, la ville est en ruine, mais pour vraiment comprendre l'impact, le choc que ça a été, il faut d'abord qu'on parle de ce que représentait Alep pour le monde juif à cette époque. Parce qu'Alep, qu'on appelait aussi historiquement Aram Tsoba, ce n'était pas juste une ville parmi d'autres. Non, c'était un véritable pilier de la culture, du savoir juif, et ce, depuis l'Antiquité. Donc quand la ville a été détruite, ce n'était pas seulement des murs qui tombaient, c'était un coup terrible porté à l'âme, à la culture, à la spiritualité. Et c'est là, au milieu de tout ce chaos, de ce désespoir, qu'une figure absolument remarquable va se dresser pour guider son peuple. Qui ça? Eh bien, le grand rabbin de la ville lui-même. Ce rabbin, c'est Abraham Antebi. Il était déjà le leader de sa communauté quand la catastrophe a frappé. C'était un enfant d'Alep, il y est né, il y a vécu toute sa vie. Il était grand rabbin depuis déjà un moment, et il le sera pendant plus de 40 ans en tout. Après le séisme, la vie, c'était la survie en fait. C'était d'une précarité totale. Pendant 18 mois, un an et demi, les survivants, y compris le rabbin, n'avaient pas d'autre choix que de quitter les ruines de leur maison, de leur ville, pour vivre dans des tentes. Imaginez l'incertitude, jour après jour. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Au milieu de cette misère, le rabbin va faire quelque chose de stupéfiant. Pensez-y, il n'a plus un seul livre. Sa bibliothèque, tout a été détruit. Et bien dans ces conditions, il écrit son premier livre. Il l'appelle d'ailleurs Yosheb Ohalim, ce qui veut dire « celui qui demeure dans les tentes ». Et le plus fou dans tout ça, il cite toutes ces sources bibliques, talmudiques, de mémoire. C'est juste une preuve incroyable de sa force, de sa résilience mentale. Alors oui, cette force intellectuelle, c'est impressionnant, mais ce n'était qu'une partie de son leadership. Parce que le rabbin Antebi, c'était avant tout un guide qui devait aider son peuple à affronter une crise qui allait durer bien plus longtemps que les secousses du séisme. Et les problèmes, ils étaient gigantesques. D'abord, un appauvrissement général. Les revenus en chute libre. Les prix, ils explosaient. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Empire ottoman qui réclamait des impôts encore plus élevés. Bref, la survie économique, c'était le combat tous les jours. Et face à cette situation catastrophique, le rabbin Antebi, il a donné des conseils très concrets, très pragmatiques. Il a dit aux familles « Attention, ne comptez pas uniquement sur le commerce, c'est devenu trop instable ». Son message était simple et direct. Les jeunes doivent apprendre un vrai métier, une profession. C'est comme ça qu'on assurera notre avenir, l'avenir de toute la communauté. Mais son leadership, ça allait bien au-delà des conseils économiques. C'est sur le terrain de la loi juive, la halakha, qui va vraiment montrer son audace. Il va reprendre un vieux débat, une vieille question, mais en y apportant un regard complètement neuf. Alors, la question, elle peut paraître technique, mais elle est cruciale. Est-ce qu'un seul juge rabbinique, ce qu'on appelle un dayan, a le droit de trancher seul dans une affaire financière? Normalement, la tradition dit non. Pour être sûr d'être impartial, il faut un tribunal de 3 juges. Sauf que le rabbin Antebi, lui, il le faisait. Il jugeait souvent seul. Forcément, ça a fait grincer des dents. On lui a opposé l'avis d'une très grande autorité du XVIIe siècle, le Rav Shach. Et que disait le Rav Shach? Il disait « Attention, seul un grand expert, un géant du niveau de ceux de l'époque du Talmud, peut se permettre de juger seul. » Et il ajoutait avec beaucoup d'humilité que de son temps, personne ne pouvait plus se considérer comme un si grand expert. Et c'est là que le rabbin Antebi va être absolument génial. Il va prendre cet argument et le retourner complètement. Il va dire « Attendez une minute. À l'époque du Talmud, une bonne partie de la loi était orale. Donc oui, un vrai expert, c'était rare. Mais, dit-il, à notre époque, avec tous les livres qu'on a, où toute la loi est écrite, eh bien, un juge qui a étudié, qui sait comment analyser les textes, lui, c'est un grand expert. En gros, il a redéfini ce que voulait dire être un expert à l'ère de l'imprimé. C'est brillant. »
Et vous voyez, cette petite histoire, elle résume parfaitement tout l'héritage du rabbin Antébi. Un respect de la tradition, oui, mais avec une vision incroyablement pragmatique. Son impact a été immense, vraiment. C'était un leader totalement dévoué à sa communauté, un auteur qui a énormément écrit, un juge que tout le monde respectait, et un juriste, on l'a vu, qui n'avait pas peur d'innover. Il est vraiment resté dans l'histoire comme l'une des plus grandes lumières d'Alep. Et finalement, l'histoire du rabbin Antébi, elle nous pose une question qui est toujours d'actualité. Comment, en pleine crise, l'innovation peut-elle être la meilleure façon d'honorer la tradition? Comment, parfois, pour préserver quelque chose, il faut oser le réinventer? Voilà, pour information, si le sujet vous intéresse et que vous voulez creuser, l'article de soysefardi.org que l'on a exploré cite comme source le site alaja.org. Et bien sûr, tout ce contexte historique, ce n'est pas une histoire isolée. C'est confirmé par de nombreuses autres sources qui parlent de la vie de la communauté d'Alep au XIXe siècle. Merci beaucoup d'avoir suivi ce récit avec moi. C'était une présentation basée sur le travail remarquable du portail soysefardi.org.